Merci beaucoup, amis téléspectateurs de Amani TV. Bonsoir et bienvenue dans cet entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dr El Kabir Hanou. Il est spécialiste en développement des territoires. Il vient du Maroc et il est là dans le cadre du forum sur l'économie sociale et solidaire. Dr Hanou, bonjour, bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois à Dakar? C'est la première fois que j'ai eu le plaisir, l'immense plaisir de visiter ce beau pays, le Sénégal, et notamment Dakar, où j'ai vécu 4 jours, 4 extraordinaires jours, parce que j'ai rencontré 10 frères, j'ai rencontré 10 sœurs, et je me sens chez moi dans mon pays. J'ai peut-être pas la nationalité sénégalaise, mais je suis sénégalais du cœur. Vous êtes sénégalais du cœur, et là, vous êtes là dans le cadre d'un forum, justement, qui en tout cas parle de l'économie sociale et solidaire. Effectivement, on a reçu une invitation des organisateurs de Dakar parce que je représente mon établissement qui est l'agence de développement et de promotion économique et sociale de la préfecture et des provinces de la région de l'oriental marocain. Et j'ai eu le plaisir de représenter mon établissement pour participer à ce forum-là. C'est le 6e forum mondial. Durant toute une semaine, Dakar est la capitale du monde en matière de l'économie sociale et solidaire. Le rayonnement de Dakar est international. Cette semaine, on parle à Dakar toutes les langues. Vous voulez le chinois, l'anglais, le coréen, l'arabe, le français, l'anglais. Toutes les nationalités sont représentées durant cette semaine pour assister aux ateliers et à la séance d'ouverture et qui a été présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République sénégalaise, Macky Sall, et Monsieur le maire de Dakar, ainsi que de hautes personnalités étrangères. Et pour en revenir un peu à vous, vous avez fait la France dans le cadre de vos études et vous êtes spécialisé justement en développement des territoires. Mais et au Maroc, vous dirigez, vous êtes le directeur du pôle de développement local. Tout à fait, après des études au Maroc et des études universitaires en France, couronnées par une thèse de doctorat en aménagement et développement, juste après la soutenance, je suis retourné au Maroc pour travailler mon pays, parce que le pays est dans le cœur. Je suis comme la majorité des Marocains, on est patriotistes. Donc de retour, j'ai eu des postes dans l'administration centrale et je me suis occupé de plusieurs études, notamment j'ai assuré le secrétariat du schéma national d'aménagement et de développement du territoire national. J'ai supervisé certains schémas régionaux d'aménagement du territoire, des SDAR au départ et des SRAT après. Et en 2005, j'ai été appelé à intégrer l'Agence de développement économique et social de l'Oriental, qui est dirigée par M. Mbarki, ancien ministre de l'Habitat. Donc on s'occupe d'une région qui est très vaste, qui est plus grande que le Benelux, 92 km². Donc c'est à la fois la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme, c'est une zone frontalière. On a des frontières avec l'Algérie, on a des frontières au nord avec la Méditerranée et l'Espagne. Et à l'intérieur, on a des frontières avec d'autres régions du Maroc. Et c'est une très grande région, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Effectivement, beaucoup de travail, beaucoup de défis, mais quand même comparé à Dakar, vous trouvez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire à Dakar par rapport à, par exemple, à Casablanca? En arrivant à Dakar, je suis né à Casablanca, j'ai fait beaucoup d'études sur Casablanca. Quoique j'habite Rabat, mais c'est difficile de comparer. Mais je peux dire, d'après mes discussions avec mes amis sénégalais à Dakar, là, surtout quand on discutait de la circulation, j'ai dit pourquoi pas s'imprégner de l'expertise, de l'expérience
de certaines métropoles du Maroc, comme on prend par exemple Casablanca ou Rabat, où on avait ces problèmes de mobilité intérieure, mais grâce à des schémas directeurs de circulation, on a créé d'autres rocades pour décongestionner l'axe central de la ville. On a créé un tramway, que ce soit à Casablanca ou à Rabat, et on a presque réduit totalement ce problème-là à Rabat et encore moins à Casablanca, mais ça va se régler dans les quelques prochaines années suivantes. Alors, et quand vous comparez, quand vous regardez, vous avez fait Dakar, vous vous êtes déplacé un peu, vous avez vu qu'il est un peu compliqué de se déplacer. Quelle est l'expertise qu'il faut surtout pour changer cette situation? En tant qu'aménagiste, la première chose qu'on fait quand on est dans une ville, c'est de visiter une ville, c'est de faire des études de terrain. C'est faire de l'observation. On ne reste pas uniquement limité dans le bureau. À la sortie du forum, on fait quelques tours au centre-ville et dans les quartiers périphériques de la ville de Dakar. Et j'ai vu l'immense travail qui a été fait à Dakar. Dakar, je ne la connaissais que par les articles, par les livres ou par les documentaires. Mais maintenant, j'ai vu Dakar et merci, je félicite les différents acteurs qui s'occupaient de la ville de Dakar ou les pouvoirs publics. Dakar a connu beaucoup de changements, mais il reste encore du travail à faire pour que la ville soit compétitif, pour que Dakar soit attractif. On a le TER, on a des bus, mais jusqu'à présent, on voit que c'est difficile de se déplacer. C'est des efforts, les TER, c'est des efforts qui ont été faits, mais il reste encore du travail au niveau de circulation, au niveau de mobilité et de transport de marchandises et de population. Toutes ces choses-là peuvent se régler avec la volonté. Je pense que la coopération maroco-sénégalaise est très forte, elle est singulaire, et que le Maroc peut facilement y aider à donner un coup de main à ses amis de Dakar pour bénéficier de son expérience dans ce domaine-là et résoudre absolument ce petit problème-là de circulation. Et on parlait également d'innovation dans le cadre de en tout cas, pour faciliter le déplacement, il y a le tramway ou d'autres manières de faciliter le déplacement dans les capitales. En tant qu'expert en aménagement des territoires, quelle est peut-être votre perception par rapport à ça, les innovations qu'il faut surtout apporter? Il y a plusieurs perspectives, mais il faut les discuter avec les élus locaux, parce que ce sont eux les responsables de la chose locale. Par exemple, il y a certaines métropoles au monde où on a interdit les voitures dans le centre-ville. Il faut emprunter le transport en commun, venir en voiture du quartier périphérique jusqu'aux limites avec le centre-ville et laisser vos voitures dans des parkings souterrains et parfois même des parkings dans des immeubles, comme ça se passe dans des pays développés, et emprunter le transport en commun pour aller dans le lieu de travail qui se trouve au centre-ville. Parce que le centre-ville, c'est le noyau où convergent toutes les routes. Et ça rend difficile la circulation à l'intérieur du centre-ville. Et pour en revenir un peu également à vos missions au niveau du Royaume du Maroc, vous travaillez dans le cadre, en tout cas, pour accompagner les entreprises dans l'industrialisation. Par rapport à l'Afrique, on sait que l'apport de l'Afrique par rapport à, en tout cas, l'industrialisation au niveau mondial est faible. Quels sont les efforts qu'il faut faire justement à ce niveau? Le Maroc a fait des efforts un peu tôt dans plusieurs domaines. Par exemple, pour le problème de l'eau. Feu Sa Majesté le roi Hassan II et son âme a, dès les années 70, pris la décision de construire un barrage par an. Un barrage par an. Et durant toutes ces années-là, donc on a eu plus de barrages. Je pense qu'on est le pays le plus doté de barrages en Afrique. Et donc on a moins de problèmes d'eau que la plupart des pays africains. Et Sa Majesté le roi Mohamed VI a poursuivi cette politique-là, et maintenant on fait plus de barrages, plus qu'un barrage par an, et les eaux ne sont pas perdues dans l'océan ou dans la Méditerranée. Au niveau industriel, le gouvernement, sous les orientations et la vision
éclairé de notre souverain, le gouvernement a préparé des programmes de développement. Par exemple, il a un programme de relance industrielle qui a donné naissance à plusieurs zones industrielles de dernière génération, notamment à Casablanca, où on a par exemple aujourd'hui des sociétés de l'aéronautique. À Tanger, on a des entreprises de l'automobile. Et on peut parfois produire, récemment on produit jusqu'à 400 000 véhicules par an. Et on exporte presque en Europe la moitié de leur import en ce qui concerne les véhicules. Nous sommes maintenant leaders en Afrique et on prévoit être dans quelques années, Inch'Allah, leader mondial. On a devant nous l'Inde, on a la Chine, mais avec toute cette politique-là comme le Maroc, plusieurs constructeurs automobiles s'intéressent au Maroc et peut-être, pourquoi pas, on sera les meilleurs au monde. Et cette vision s'est développée au Maroc, ça commence à porter ses fruits. Mais comme on le disait, pour que l'Afrique émerge, il faut au moins, en tout cas, un mouvement d'ensemble. Que par exemple, les innovations qui se font au Maroc soient partagées dans les autres pays. Et doit être partagé, surtout que maintenant le Maroc envisage son entrée à la CEDEAO. Et ce groupement économique de l'Ouest d'Afrique, avec l'adhésion du Maroc, maintenant c'est en discussion, mais le jour où le Maroc soit adhéré, donc les 15 pays de la CEDEAO vont bénéficier des efforts qui ont été faits, qui donnent actuellement leurs fruits pour eux. Et de plus, le Maroc offre aux pays de la CEDEAO une zone littorale atlantique de presque 1100 km de long, de Tanger jusqu'à Dakhla ou Zgalgouira dans la province du Sahara marocain. Et encore, elle va donner à la CEDEAO une ouverture sur la Méditerranée. On a 500 mètres près de côte méditerranéenne que la CEDEAO n'en a pas. Donc la CEDEAO demain, elle aura une façade méditerranéenne grâce à l'entrée du Maroc à la CEDEAO. De plus, on va aussi donner à la CEDEAO un marché de plus de 40 millions de consommateurs. On a des richesses diversifiées. C'est de la valeur ajoutée. C'est de la valeur ajoutée à la CEDEAO. Donc, c'est un gain pour la CEDEAO. Nous aussi, on va en profiter d'avoir un grand marché dans ces pays-là parce qu'on a des entreprises, de grandes entreprises innovantes qui peuvent travailler dans le cadre de la convention et qui seront plus compétitifs et moins chers que des entreprises européennes ou asiatiques. Donc l'intérêt, c'est qu'on soit tous ensemble en groupement économique, parce que maintenant la relation bilatérale ou multilatérale est dépassée. C'est ça. Il faut constituer de groupes économiques forts. Et avec l'adhésion du Maroc, la CEDEAO serait presque la 16e puissance économique au monde. Donc il ne faut pas qu'on perde du temps, il faut qu'on passe à l'action le plus tôt possible. Et vous êtes à Dakar, vous avez vu également, vous avez en tout cas entendu les discussions lors du forum et les recommandations qui ont été faites. Justement, on parle de l'économie informelle et de son apport, de l'urbanisation, etc. Tout ça aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce que nous ne sommes pas complètement en retard par rapport en tout cas aux progrès qui sont vraiment attendus? Écoutez, le secteur informel, il est présent partout au monde. Dans notre région, la région de l'Oriental par exemple, on avait l'informel pour de produits de la contrebande, parce que dans toutes les régions frontalières au monde, il y a de la contrebande. Nous, on avait des produits qui arrivaient d'Espagne, d'Algérie, tout ça, et ça ne crée que des activités informelles. L'État a fait, ou le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour structurer ces activités-là. Et au lieu de rester travailler clandestinement, on vous donne des garanties, l'État donne des aides pour que les gens se structurent, que ce soit en société individuelle ou en coopérative ou en TPE. Mais comme ce qu'on a discuté dans ce forum-là, c'est l'économie sociale et solidaire, donc c'est la partie et c'est la classe la plus diminuée du pays qui travaille dans l'informel. Mais on a des expériences réussies au Maroc, dans la région de l'Oriental, qu'on peut
donner à nos amis sénégalais. C'est qu'on a réuni ces gens-là qui travaillent individuellement et qui n'ont pas une formation adaptée. Et on les a groupés dans des coopératives structurées avec leurs dossiers administratifs et dossiers juridiques. Et on les a formés pour, que ce soit au niveau de production. On a changé les méthodes classiques dont ils produisaient leurs produits. Les adapter au progrès actuel. Pour répondre au marché moderne. Parce qu'un marché moderne n'accepterait pas un produit qui n'est pas certifié par un organisme de sécurité alimentaire. C'est ça, la demande n'est plus la même. Oui, n'est plus la même. Avant, vous vendez au bout de la route, ou dans un petit marché forain. Mais là, vous vendez dans un hypermarché. Et l'hypermarché ne peut pas accepter votre produit. Les règles d'hygiène. S'il ne respecte pas les règles d'hygiène. Donc, on sensibilise ces coopératives-là pour modifier leurs produits, le faire passer par l'administration qui est concernée par la sécurité alimentaire. Une fois qu'il est certifié, il peut être sur les rayons des hypermarchés. Docteur Hanou, donc l'urbanisation ne se limite pas seulement à, en tout cas, agir sur les villes, mais aussi ça concerne les personnes. Ça essaie également de les intégrer de façon... Bien sûr, parce que y a pas, la ville c'est un vécu. La ville n'est pas uniquement les buildings, ou les façades en verre et en acier, les immeubles modernes. Un amas de pierre, comme le définissait un de mes professeurs. Il faut investir dans l'homme et pas uniquement dans la pierre. Parce que si vous avez des immeubles et que vous avez encore une population qui n'a pas été formée, qui n'a pas été sensibilisée, vous aurez ce que j'appelle moi la ruralisation de la ville. Parce qu'on a toujours nos idées qu'on a apportées avec nous du monde rural. Or, quand on forme ces gens-là, on les sensibilise, que ce soit au niveau de production, que ce soit au niveau de respect, on peut acquérir l'urbanité ou la citadinité. C'est comment je vis dans la ville. Je dois changer mes traditions pour m'adapter à la ville et non pas emmener mes traditions et l'imposer aux gens de la ville. Donc tout ça, ça demande du temps parce que il faut des générations pour changer la mentalité des personnes. Mais il faut qu'on commence, il faut qu'on renforce ça pour que les gens suivent l'évolution dans n'importe quelle ville, notamment les pays du Sud. Encore moins dans les pays industrialisés, mais dans les pays du Sud, on trouve toujours ça, ces problèmes-là en ville. Mais si on arrive à renforcer les capacités de ces gens-là, la mentalité change, les méthodes de travail changent et la qualité de la production aussi change. Et j'ai envie également de vous demander par rapport à l'exode rural, on voit beaucoup de jeunes au Sénégal par exemple quitter les villages pour venir ici. Au Maroc, vous avez vécu des cas pareils? On avait vécu auparavant, encore moins maintenant, mais l'exode rural est un phénomène ancien. Et la plupart même en Europe. Je vous donne par exemple maintenant 10 villes en France, comme j'ai passé plusieurs années en France. Il y a des communes avec 0 population. Il y a un maire, mais il a 0 population. Vous allez me dire qui a élu ce maire? Ben, quand il n'y a pas de population, c'est le préfet qui nomme le maire. Parce qu'il y a un territoire, c'est une mairie, il faut avoir un maire. Il faut quelqu'un pour l'administrer. Donc le préfet nomme le maire et les maires de zéro personne. Voilà. Pourquoi? Parce que parfois, les gens ont quitté le village et sont partis en ville. Donc ça, c'est l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'Afrique? L'Afrique, durant les années 60, nous, on a vécu cet immense départ ou exode de la ville, de monde rural vers la ville, et ce qui a créé au départ les bidonvilles, puis les quartiers périphériques des grandes villes, et par exemple Casablanca, au début du siècle, c'était une petite ville.
durant les années 30, les années 40 aussi. Mais après l'indépendance, après la création des emplois, les gens ont quitté leur douar, leur commune rurale pour s'installer en ville parce qu'en ville, il y a le travail et c'est le travail périn. Dans la campagne, s'il y avait des sécheresses, il risquait de trouver des ressources. Et il y a aussi un autre problème, c'est la migration entre villes. Il y a la petite ville aussi qui donne des populations à la grande ville. Et la raison, c'est parce qu'on ne s'occupe pas de ces petites villes. Parce que les gouvernements en Afrique doivent travailler pour maintenir la population, que ce soit dans le milieu rural ou que ce soit dans les petites villes. Ce que vous expliquez, c'est le cas par exemple à Dakar où parfois on fait des reproches aux autorités publiques leur disant que vous investissez beaucoup à Dakar, de sorte que les autres, en tout cas localités, je parle même des régions, je parle même pas des régions, mais les autres localités autour de Dakar manquent parfois d'infrastructures, par exemple, de base Dans n'importe quel pays, on ne peut pas concentrer toute l'activité économique du pays dans une ville. Parce qu'aujourd'hui c'est bien, mais demain, ça va faire mal. Il faut avoir une grande ville qui tire le pays vers le haut. Par exemple, Dakar ou Casablanca, ou Le Caire, Djamena, ces grandes villes tirent vers le haut. Mais il faut créer des métropoles d'équilibre. Donc 3 ou 4 métropoles d'équilibre au nord, au sud, à l'est et à l'ouest de Dakar vont décongestionner la ville de Dakar, vont créer des postes d'emploi et la population resterait sur place et la population des villages ou des petites villes avoisinantes, ils vont migrer vers cette métropole d'équilibre et non pas vers la métropole principale qui est Dakar. Donc comme ça, les gens seraient dispersés et vous aurez 4 métropoles, diversifier les sources 4 métropoles dans un pays, c'est pas comme une seule. Même je ne vais pas citer dans certains pays en Europe, il y a au moins 6, 8, 10 métropoles d'équilibre. Parfois même on fait par exemple capitale économique, capitale administrative. Comme notre cas, c'est notre cas. Voilà, c'est notre cas, mais ça c'est pas un choix. Ça date des années. C'est lié à l'histoire. Et heureusement, parce que s'il y avait la capitale administrative à Casablanca, alors ce serait la folie. Parce que déjà, avec l'économie, il faut résoudre les problèmes de Casablanca. Mais heureusement, quand on a la ville de Rabat, qui est capitale administrative, où il y a le siège du gouvernement, du Parlement, de Sa Majesté le Roi, et Casablanca, où il y a toute l'industrie, différentes industries que vous avez, agroalimentaire, électronique, mécanique, maintenant le digital, tout se concentre à Casablanca. Mais n'oublions pas qu'on a développé Fès, qu'on a développé Tanger. Tanger, les 400 000 véhicules qu'on produit, ce n'est pas à Casablanca, c'est à Tanger. C'est à 240 km de Casablanca. Mais attends, on n'a pas construit ces entreprises-là à Tanger comme ça. Et on ne les a pas abandonnées. On les a construits. Mais aujourd'hui, on a un TGV qui fait Rabat-Tanger en 80 minutes. 80 minutes. On ne compte pas les heures, on compte les minutes. Vous quittez Rabat à 8h, à 9h20, vous êtes à Tanger. Vous faites vos réunions à Tanger, vous pouvez à 15-16h, vous finissez vos réunions, vous retournez, à 18h, vous êtes à Rabat. Et j'ai envie de dire que la marche en tout cas le processus vers le développement, ce n'est pas un miracle, c'est aussi de l'expertise. C'est de l'expertise et c'est de la volonté. C'est de la volonté. Même les problèmes financiers, on peut les régler. Il y a des moyens pour régler les problèmes financiers. Il faut de la volonté politique. Il faut que nos élus d'Afrique travaillent pour leur commune. Et on peut résoudre facilement nos problèmes. Parce que, pourquoi il y a ces visites-là? Par exemple, pour ce forum, on a vu les coopératives sénégalaises. On a discuté ensemble. On a appris d'elles aussi, parce que vous aussi, vous avez des success stories. On a appris de leur expérience. Et ils ont appris de notre expertise. Donc, c'est gagnant la coopération. Si, par exemple,
vous partez à Casablanca, vous partez à Rabat, vous restez une semaine, vous allez voir comment ça se passe, comment ça a été, comment il est devenu, et que vous rentrez ici et que les élus examinent ça, discutent, regardent avec le gouvernement en charge de l'aménagement et de l'urbanisme, on peut facilement trouver des solutions à tous nos problèmes. Que ce soit pour le l'Égypte, que ce soit pour le Sénégal, les problèmes, l'homme peut résoudre ces problèmes. Et docteur Hanou, vous êtes également, en tout cas vous avez enseigné, vous étiez à l'université, vous avez enseigné. Et j'ai envie de vous demander par rapport aux études concernant l'urbanisation, je crois que c'est important, par exemple, ça peut permettre de relever des défis. Ça peut permettre aux Africains en tout cas de se doter d'outils, de l'expertise pour régler certains problèmes que nous vivons. Ben, j'ai eu de la chance parce qu'en France, j'étais dans un laboratoire de CNRS qui s'occupe du monde arabe. Donc on a examiné plusieurs métropoles du monde arabe, que ce soit Le Caire, Tunis, Riyad, Rabat. Plusieurs villes, on a examiné leurs problématiques, on a battu, on a discuté comment travailler et on a acquis une expérience d'aménagement et de développement. Et c'est ça qu'on a enseigné à nos étudiants quand on les enseigne ou quand on discute. Moi, je représente une administration de l'État, mais on travaille en coopération avec les collectivités territoriales, que ce soit le conseil régional de l'Oriental, que ce soit les communes, les municipalités ou même les conseils provinciaux et préfectoraux. Et nous sommes une force de proposition. Quand on examine, par exemple, lors de l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement d'une ville, on assiste, on donne notre proposition, on donne nos orientations, mais c'est aux élus locaux de prendre les décisions. C'est à eux. Nous, les administrateurs, on est là pour les assister et pour les orienter. Mais eux, ce sont les responsables devant la population. S'ils travaillent bien, demain, quand ils iront pour demander à leurs élus pour voter pour eux encore une fois, s'ils ont fait du bon travail, ils seront réélus facilement. Mais s'ils n'ont rien fait, ils seront éjectés, comme par tout le monde. Il y a des élus qu'on ne veut plus voir parce qu'ils n'ont rien fait à leur quartier. Mais il y a des gens qu'on cherche et qu'on leur sollicite pour se représenter. Parce qu'ils travaillent, parce que l'intérêt général pour eux prime que l'intérêt particulier. Et Dieu merci, il y en a encore qui sont là en Afrique. Et donc vous êtes optimiste par exemple, et on va finir peut-être par là, par rapport aux autres endroits, aux autres villes, aux autres pays qui sont en Afrique, qu'ils pourront en tout cas réaliser ces progrès par rapport surtout à l'urbanisme. Vous savez, nous au Maroc, on est africain ou africain. Sa Majesté le roi Mohamed VI a dit dans un discours officiel, l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Que l'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Donc, si on travaille ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et qu'on constitue un groupement, on sera une force pour faire face aux autres forces. Si on travaille individuel, ils vont nous tuer, parce qu'on est faible. Mais si on est en groupe, on a une force, et c'est difficile de battre une force, que ce soit économique, que ce soit social. Vous savez, comme la richesse de l'Afrique, si on l'exploite nous-mêmes, on serait les plus riches. C'est ça, comparé à ce que les autres puissances les exploitent. Ils n'ont pas de richesse. Ils ont... il y a un pays qui a, je sais pas, la 8e réserve du monde en or. Mais il n'a aucun gisement d'or dans son pays. D'où il a pris ça? En Afrique? En Afrique. Mais si nous, on exploite nous-mêmes nos ressources naturelles, si on travaille ensemble, moi j'ai le phosphate, je vous donne le phosphate, vous avez le pétrole, vous me donnez le pétrole, lui il a le blé, il a d'autres minerais, ça sera un seul marché commun. L'Union européenne, elle a démarré comme ça. Et nous, pour 2-3 pays, on va dire non, pourquoi toi, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches, toi tu es plus fort que moi. Mais non, un club
le PSG, c'est une équipe forte, mais il a fait appel à Messi. Pourquoi faire appel à Messi le couture? Mais pour être plus fort. Donc nous, par exemple, la CEDEAO, elle est forte, mais si là, le Maroc, elle sera plus forte. C'est ça. Et pourquoi on perd le temps? Et docteur Hanou, on est à la fin de cet entretien. Je vous remercie pour en tout cas pour avoir accepté notre invitation. Je vous remercie également, mais je vous promets que je reviendrai à Dakar, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est un pays attachant et je regrette de ne le pas visiter auparavant. En tout cas, c'est un plaisir pour nous également de vous recevoir à Dakar. Merci beaucoup et merci à vous également, amis téléspectateurs de Amani TV. J'espère que cet entretien était utile et que les recommandations que Dr Hanou a faites seront prises en compte. En tout cas, pour faciliter le déplacement dans nos villes, notamment à Dakar, où il fait vraiment difficile de se déplacer. On vous donne rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.